bienvenue sur la panafricaine Médian. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Le journalisme constitue un pilier essentiel en démocratie. À cet effet, la liberté d'expression et l'accès à l'information sont essentiels également pour veiller à une information juste, équilibrée et vérifiée. Toutefois, face à la prolifération de la désinformation, des discours politiques et de l'outil Internet, de plus en plus la vérification des faits a gagné du terrain. Le fact-checking est défini comme un processus à travers lequel une information livrée dans l'espace public est vérifiée dans le but d'en prouver l'exactitude ou non des faits. C'est ainsi que l'action de vérifier toute information du débat public diffusée au grand public. Quelle lecture de l'expansion de la pratique du fact-checking? Cette vérification des faits a posteriori constitue-t-il un outil de renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous resterons avec les médias qui, en démocratie également, constituent un des piliers également de l'état de droit, à côté également de la séparation des pouvoirs, de l'égalité des citoyens devant la loi. Les médias ont pour vocation d'être l'un des supports par lequel se matérialise la libre expression, en ce sens qu'ils offrent l'espace public par excellence à la formation de l'opinion publique. Mais l'exercice de cette mission est souvent confronté à des tensions avec les tenants des pouvoirs publics. Quelle place de la liberté d'expression et de l'accès à l'information en démocratie? Quelle contribution des médias dans la consolidation de l'état de droit? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec deux confrères ou bien un confrère et une consoeur que nous recevons sur ce plateau, Djery Diagne, vous êtes journaliste fact-checkeuse, également chef de service adjointe au Soleil Digital. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup, Dauda. C'est un plaisir de vous rejoindre sur ce plateau. Plaisir partagé. Merci également à notre confrère Moussa Ngom, coordonnateur de la Maison des reporters. Merci également, Moussa, d'être là avec nous et un plaisir de partager ce plateau. Bonjour, Dauda. Merci pour l'invitation et toutes nos salutations aux téléspectateurs. Merci, Moussa. Et Djery, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'expansion de cette pratique du fact-checking, au point que de plus en plus également des rédactions disposent aujourd'hui de desks dédiés à la pratique de cet exercice, ou bien même de rubriques dédiées, comme c'est le cas au Soleil Digital? Merci beaucoup, Dauda, pour cette question. En fait, pour le cas du Soleil, par exemple, il fallait répondre à une offre ou bien à la demande plutôt informationnelle au niveau du Sénégal. Donc, cette demande se passe en fait sur plusieurs axes et sur plusieurs volets. Maintenant, pour en revenir un peu à notre contexte, il fallait d'abord satisfaire à une certaine demande sur le plan digital, c'est-à-dire produire des contenus de qualité, mais aussi des contenus diversifiés et accrocheurs. Et souvent, pouvoir être près de notre cible et aussi leur offrir en fait des produits innovants, mais aussi qui vont répondre à certaines problématiques. Donc, c'est de là qu'est né le service ou bien la rubrique Soleil Check pour pouvoir aujourd'hui débusquer des fake news. Maintenant, si on se réfère maintenant à notre contexte global, c'est-à-dire au Sénégal, on sait tous qu'il existe pratiquement pas de services ou bien de médias dédiés à la vérification des faits ou bien des informations. Donc, il y a eu juste Africa Check, que nous saluons de passage. Vraiment, ils ont eu des éléments qui ont eu à nous former au niveau du Soleil pour que nous puissions tenir aujourd'hui cette rubrique et l'animer de manière hebdomadaire. À part Africa Check, donc c'était le néant. Il fallait maintenant un produit typiquement sénégalais et un produit aussi qui va ressembler ou bien qui va répondre à nos exigences. Aujourd'hui, les fake news qui concernent le Sénégal, les fake news qui concernent les Sénégalais directement, au-delà même du contexte sous-régional ou bien même régional, donc il fallait travailler sur ce point. Donc c'est ce qui a motivé aujourd'hui le Soleil pour mettre en place cette rubrique et ce département. Et j'aimerais rester sur un point que vous avez soulevé tout à l'heure, Djery, à savoir la formation que vous avez reçue d'Africa Check. Aujourd'hui, pour la pratique du fact-checking, faut-il nécessairement aujourd'hui passer par cette case formation aujourd'hui pour mener à bien cet exercice qui est la vérification des faits? Bien sûr, parce qu'on a l'habitude de dire que le fact-checking, et certains détracteurs disent que le fact-checking ne doit même pas exister parce que ça doit relever en fait de l'ordre normal de la profession de journaliste. Moi, je pense que le fact-checking, c'est un plus. Donc, il va falloir une formation
beaucoup plus approfondie. Parce que la formation ne va pas juste se contenter de vous dire comment collecter, comment diffuser une information. La formation, en fait, elle va plus se focaliser sur déjà le traitement que vous allez faire d'une fake news, parce que quand vous recevez une fake news, un article par exemple de confrère, vous serez obligé de faire un travail supplémentaire. Déjà, d'interroger les sources que le confrère a eu à interroger pour être sûr que la version qui a été rapportée est la même version. Donc, il faut aussi interroger le confrère qui a fait l'article. En plus de cela, maintenant, viennent les outils de vérification, c'est-à-dire aller interroger d'autres experts, aller voir des rapports, scruter ou bien même éplucher des rapports des centaines de pages. Donc, c'est un travail plus. Donc, il faut une formation supplémentaire. Donc, il est essentiel que tout fact-checker soit formé. Maintenant, la formation, elle peut ne pas être si formelle que ça, c'est-à-dire ne pas juste aller dans une école pour subir une formation de 3, 4, 5 ans, mais ça peut être une formation dans le long terme, fréquenter une rédaction qui fait du fact-checking pour être initié. Moi, je pense plus qu'on doit même, voilà, une initiation ou plus et tout, de renforcement de capacité. On voilà. reste sur ce point-là. Moussa, la base même de notre profession qui est le journalisme, c'est la vérification des faits. Après collecte aujourd'hui, avant d'aller à une diffusion, il faut traiter, vérifier à la base, à vérifier même l'information avant d'aller vers la diffusion. Si l'on va aujourd'hui jusqu'à ce qu'après publication aujourd'hui d'une information, d'autres confrères ou consoeurs fassent une vérification a posteriori qui aujourd'hui est appelée fact-checking ou vérification des faits. Est-ce que quelque part également, nous n'avons pas fauté ou échoué dans notre mission? Alors, je pense que ça relève d'une mutation qui était inévitable par rapport à la profession de journaliste, parce que si on remonte aux origines du fact-checking, ça se faisait avant la publication. C'est-à-dire, il y avait des documentalistes, il y avait des techniciens de l'information, des archivistes qui s'occupaient de vérifier tout ce qui était inscrit comme date ou comme événement majeur dans l'article du journaliste. Et ça, c'était à un moment où le journaliste avait la priorité sur l'information. C'était lui qui était le porteur, le diffuseur de l'information. Actuellement, on est dans un monde dans lequel tout le monde peut diffuser une information, que ce soit le citoyen, que ce soit celui qui est dans son bureau, le fonctionnaire, tout le monde peut diffuser une information par rapport à un événement auquel il assiste. D'autant plus qu'il peut avoir une portée qui peut être supérieure à celle du journaliste en termes d'influence, en termes d'impact sur l'audience. Si on fait un post sur un événement récent, comme un conflit ou un accident sur Twitter ou sur un autre réseau social, on peut avoir une portée de publication qui est supérieure à celle d'un autre média. Donc, il y a ces mutations par rapport aux méthodes de diffusion d'une information, aux personnes qui ont la possibilité de répandre une information sur Internet. Et il y a également des problèmes qui sont structurels au niveau de la presse, parce qu'on se rend compte aussi que dans les rédactions, il n'y a plus véritablement ces standards de vérification parfois, parce que le rythme de l'information est tel, il y a tellement d'informations qui assaillent les journalistes en tant que tels, que parfois il y a des choses qui peuvent leur échapper. D'autant plus ça ne que... témoigne pas aussi d'un manquement, parce que quel que soit le rythme et la charge de travail aussi, la vérification doit être la base. Est-ce que ça n'est pas aussi un manquement aujourd'hui de la part de ces journalistes ou de ces rédactions? Oui, tout à fait. Il y a des manquements au niveau des rédactions, mais il y a aussi des choses qui leur échappent. Parce que quand on se rend compte que beaucoup de personnalités politiques ne passent plus véritablement par les médias pour diffuser des informations. Ils préfèrent être sur les réseaux sociaux, faire des directs pour annoncer les grandes lignes de leur politique, ou en tout cas pour parler à leurs sympathisants. Donc cela fait que le journaliste qui doit faire passer l'information, il a besoin parfois de relayer ce qui est dit dans ces lives-là. Aujourd'hui, le détenteur de ce monopole de l'information, il le partage avec des personnalités publiques, des influenceurs, des personnes qui ont un certain impact sur les réseaux sociaux. Donc cela fait... Et on reste sur ce point, Moussa. J'aimerais bien qu'on approfondisse davantage sur ce point que vous avez soulevé. À travers le développement, aujourd'hui, avec le développement d'Internet et plus particulièrement des réseaux sociaux dont vous parlez, comment les outils numériques-là également ont davantage contribué à la propension de la désinformation et de ces fake news-là? C'est parce qu'ils offrent un canal très accessible, très facile d'utilisation. Si on prend l'exemple de TikTok qui est très viral, son algorithme qui est très efficace, une personne qui veut propager une fausse information peut arriver à ses fins très facilement. D'autant plus que pour les mécanismes de modération, surtout en ce qui concerne notre continent, ne sont pas très poussés. Les modérateurs ne sont pas très au fait du contexte, donc ils n'arrivent pas forcément à débusquer les fausses informations. Il y a parfois des partenariats qui naissent. Il y en a eu un qui est en train, actuellement dans sa phase finale avec Facebook, malheureusement. Donc la modération n'est pas très efficace. Et ça permet à ceux qui veulent désinformer de produire beaucoup de fausses informations qui atteignent le public de manière très facile. D'autant plus que le rôle du journaliste à une certaine époque, c'était de filtrer la bonne information de l'information fausse.
Quand ce filtre-là n'existe plus, quand c'est le public qui peut relayer directement une information, qui peut avoir directement accès à une fausse information créée à des fins négatives, donc ça renforce un tout petit peu l'impact négatif de la désinformation, malheureusement. Thierry, on reste avec ce numérique-là ou bien le développement de ces outils numériques. On assiste aussi à l'usage aujourd'hui de plus en plus fréquent de l'intelligence artificielle. Selon vous, l'IA constitue-t-elle une menace pour le journalisme ou un allié sûr pour la vérification des faits? Moi, l'IA, je le prends comme une opportunité. Parce que vous avez même trouvé le terme adéquat, c'est un allié. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas le voir comme une menace. Parce que juste en guise d'exemple, les journalistes sénégalais se sont très tard pris à la chose réseaux sociaux. C'est-à-dire ils ont toujours eu une posture, disons, de retrait par rapport à ces plateformes qui étaient de nouvelles plateformes chez nous. Donc, on a laissé la place aux influenceurs. Donc, ce qui a permis aujourd'hui, les plus gros comptes sur les réseaux sociaux sont des comptes d'influenceurs. Les journalistes n'ont pas encore cette présence massive ou bien impactante même sur toutes les plateformes, notamment sur le digital, sur Facebook, sur TikTok, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il sera beaucoup plus difficile pour nous de faire ce filtre. Maintenant, pour revenir à ta question de tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, moi, par exemple, j'utilise des outils dans la vérification de faits, mais ce sont des outils de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous pensons que l'intelligence artificielle égale ChatGPT, malheureusement, alors que l'intelligence artificielle, c'est au-delà de ChatGPT. Moi, dans mon téléphone, j'ai des outils aujourd'hui qui me permettent de rapidement vérifier des choses ou bien de poser des questions pour avoir des réponses, alors que forcément, ce ne sont pas des outils qui sont connus, mais ce sont des outils que moi, j'utilise dans ma méthode de travail de tous les jours. Mais en plus de cela aussi, il y a des outils de synthèse de documents. Parfois, on peut avoir des rapports de centaines de pages, des milliers de pages. Donc, il va falloir synthétiser pour avoir soit le cas concernant le Sénégal ou bien l'Afrique ou bien l'Europe, etc. Donc, on lui soumet le document, il sera capable de nous faire des synthèses ou bien de nous montrer les pages qui concernent le pays ou bien la Par rapport à l'usage de ces outils aujourd'hui liés à l'intelligence artificielle, qu'en est-il de la dimension éthique aujourd'hui de l'usage de l'IA par les journalistes ou par les médias? Parce que c'est une excellente question parce que beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, on doit repousser l'intelligence artificielle parce qu'ils pensent qu'ils se posent un souci d'éthique ou bien déontologique. Moi, je ne le pense pas comme ça parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, moi, ça va me poser un problème d'éthique lorsque je vais lui demander d'écrire mon article. Et ça, je ne vais jamais le faire. Mais du moment que, par exemple, moi, j'utilise des outils de l'IA pour pouvoir faire mon travail. Après, mon article, c'est moi qui l'écris. Ma vidéo, c'est moi qui écris mon script. Après le montage et tout ça, c'est-à-dire j'ai une mainmise totale de ma production. Maintenant, c'est comme Internet. Nous tous, on utilise Internet dans le cadre de notre travail. Est-ce que ça fait de nous des usurpateurs ou bien même des gens qui ont des limites par rapport à l'Internet et tout ça? Mais non, moi, je le prends beaucoup plus. Moi, j'exhorte même les journalistes à s'intéresser davantage à l'intelligence artificielle et à saisir les opportunités aujourd'hui qu'elle nous présente, notamment à travers ces outils et à travers aussi de nombreuses plateformes qui sont en train d'être développées. Et d'ailleurs, avec l'avènement d'Internet, beaucoup prédisaient même la mort de la presse écrite. Jusqu'à présent, en tout cas, les deux cohabitent, la presse en ligne comme la presse écrite. Je rappelle d'ailleurs le Soleil Digital et même la plateforme en ligne du journal du quotidien national qui est Le Soleil. Et j'en reviens à vous, Moussa, suite à l'élection, vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de Meta, à savoir le propriétaire de Facebook, la plateforme Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, suite à l'élection en tout cas de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Zuckerberg a suspendu aujourd'hui la vérification des faits aux États-Unis sur ces plateformes pour les remplacer par des notes de communauté, comme il les appelle, à l'instar de la plateforme X. Cette décision d'un des géants du numérique constitue-t-elle aujourd'hui une menace à la véracité et à la vérification des faits? Oui, c'est parce que ça s'inscrit dans une certaine logique qu'on voit poindre depuis un certain nombre d'années, avec l'avènement de Trump lors de son premier mandat, malheureusement. C'est ce qu'on appelle l'ère d'une vérité alternative, d'une ère de post-vérité. Parce que malheureusement, on peut s'en rencontrer facilement. Ce qui est visé ici, ce n'est pas forcément que de dire que le travail des fact-checkers comporte des failles, qu'il y a des failles par rapport à ce qu'ils font en termes de vérification des faits. Mais l'idée, c'est de dire que vous n'avez pas le droit de censurer, en tout cas d'indiquer que ce que nous disons est faux.
c'est-à-dire de dire que ce que nous disons, nous, c'est vrai. Et c'est un peu dans la même perspective que beaucoup d'hommes politiques essaient de nos jours de contourner les hommes médiatiques, les personnalités médiatiques, ou en tout cas les médias, pour s'adresser directement au public. L'argument avancé, c'est que cela freine ou limite aujourd'hui cette liberté d'expression sur ces plateformes. Effectivement, c'est assez symbolique. C'est un peu les experts qui sont d'usage en ce moment de dire que les fact-checkers veulent brider notre liberté d'expression, alors qu'en réalité, on est en train de filtrer ce qui est faux, ce qui est négatif, ce qui peut impacter l'opinion du public par de fausses informations, pour dire que voici les bonnes informations. Mais malheureusement, c'est ce qui est visé globalement par les GAFAM, et ça rentre un tout petit peu dans le cadre du grand pouvoir qui leur a été accordé. Actuellement, on a, si je peux dire ainsi, ce sont des monstres qui ont été créés, il est très difficile de les limiter. L'Union européenne, comme on l'a vu, a une des législations les plus robustes en matière de lutte contre la désinformation, et on voit carrément que c'est ce à quoi certaines personnes comme Zuckerberg, comme Elon Musk, veulent s'attaquer en demandant à Donald Trump d'agir pour que ces restrictions-là soient levées. Et malheureusement, c'est l'avenir de la liberté d'informer, l'avenir de la liberté d'expression, le caractère sain de l'espace public numérique qui est en jeu avec ces nouvelles démarches de ces hommes très puissants. Et par rapport à l'avenir de cette liberté d'expression-là, ou bien d'informer, depuis quelques années également, se développe ce que certains appellent une crise de l'information, une crise des médias, ou même une crise de la vérité journalistique, une situation due soit au modèle de financement des médias ou encore même au développement de ces technologies-là auxquelles nous faisons face. Vous estimez-vous qu'on fait face à une crise de l'information ou une crise aujourd'hui de la vérité journalistique? Oui, c'est une crise globale, même si pour le cadre de la crise de la vérité, il y a quand même de la nuance à apporter, mais il y a une crise globale par rapport à l'environnement des médias, parce que si on voit l'écosystème des médias dans la manière dans laquelle ça se présente, on voit que c'est capté de plus en plus par des hommes d'affaires qui ont des intérêts autres que des intérêts journalistiques. Donc il faut qu'on renvoie le journalisme, il faut qu'on renvoie les médias à leur vocation première, celle d'informer sans pour autant être victime de conflits d'intérêts ou être victime de puissance, de lobbies qui veulent les brider. Parce que ça se voit ensuite dans le rendu. Il y a des vérités qui sont édulcorées malheureusement. Il y a des aspects sur lesquels les médias n'osent plus parler parce que le capital économique qui les détient leur empêche de le faire. Et il y a aussi de l'autre côté des personnalités politiques, des personnes qui cherchent de l'influence, des personnes qui cherchent à avoir de l'impact sur l'opinion publique et qui veulent user de la désinformation, de fausses informations pour arriver à leur fin. C'est-à-dire qu'ils veulent persuader le public, par exemple, de voter pour eux, de les soutenir, et ils vont s'en prendre aux médias, en tout cas aux rares médias qui sont indépendants, ou en tout cas aux journalistes qui essaient de faire le travail comme il doit se concevoir. Et malheureusement, ça, c'est une dynamique globale. On le voit dans tous les pays, et c'est aussi le cas dans notre continent, malheureusement. Et ça sera très difficile de s'en départir. Il faudra qu'il y ait une révolution en interne pour que les journalistes regagnent la confiance du public, et ça passe aussi par le modèle économique à rénover. Il faut qu'on se réaccapare à nouveau de nos moyens de diffusion d'informations. Il faut aussi, à un certain niveau, se battre contre tous les obstacles qui sont en train d'être mis par ces dirigeants qui ne veulent pas en fait de la vérité dans l'espace public. Et par rapport à cette situation dressée par Moussa Diéry, pensez-vous que cela ne renvoie pas aussi à ce qu'il avait commencé à développer, à savoir revoir le modèle économique des médias pour éviter à ce qu'ils soient dépendants aujourd'hui de ces groupes d'influence et autres groupes de pression? Bien sûr, je le rejoins effectivement dans ce qu'il vient de dire, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire qui paye commande. Donc, et puis, ne serait-ce que pour les soucis de conflit d'intérêts, il va falloir que les médias se départissent de certains modèles économiques. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à promouvoir des modèles économiques qui répondent aujourd'hui aux exigences de notre métier. Comment? Nous, jeunes reporters, nous, comme à l'exemple de Moussa, ce qu'il a eu à prôner à travers la maison des reporters, qu'on arrive à avoir des projets qu'on porte nous-mêmes, à travers des modèles économiques participatifs, à travers des modèles économiques vraiment qu'on arrive à vendre et que le public adhère, et qu'on puisse maintenant porter ce genre de projets qui seront indépendants de toutes sortes d'influences. Parce qu'aujourd'hui, l'influence économique, elle est réelle dans nos médias. Et c'est soit ça vient de l'État, soit ça vient des structures. Parce que parfois même, on s'imagine que les GAFAM ont cette influence-là, alors que même au sein de notre structuration, même dans nos maisons de presse, parfois cette pression-là, elle existe. Parfois, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être des patrons de presse
qui sont beaucoup plus acquis à la cause du gouvernement, à la cause de l'opposition, à la cause d'un tel businessman et tout. Donc, est-ce que cela ne s'explique pas par le fait qu'aujourd'hui, lors du recrutement, comme cela se doit en tout cas, il n'est plus précisé ou bien clairement indiqué aux journalistes la ligne éditoriale de la chaîne ou du média pour lequel le journaliste travaille? Oui, ça aussi c'est un problème parce qu'aujourd'hui, mais moi je pense que tout journaliste qui décide d'aller travailler dans une structure de presse, dans un média de presse, doit avoir une idée réelle de la liberté existante ou non dans ce média. Moi je trouve que parfois aussi nous sommes vraiment dans une posture, excusez-moi du terme, hypocrite, parce qu'aujourd'hui moi je fais le choix d'aller travailler au Soleil, on ne m'a pas forcé. Donc, vous ne pouvez pas prendre le choix de constituer votre dossier, de faire des entretiens et de passer par toutes les étapes pour venir après vous dire que la liberté éditoriale du Soleil ne me convient pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les journalistes aussi, ils assument leur choix qu'ils ont eu à faire. Maintenant, si ça n'agrée pas par rapport aux règles éthiques ou bien aux principes, qu'ils aillent maintenant créer d'autres structures ou bien des plateformes d'expression maintenant de leur métier. C'est à nous vraiment d'assumer la suite. Puisque le journaliste également est protégé par la loi et dispose également de la possibilité d'évoquer sa clause de conscience et d'autres dispositions pareilles également. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, vous êtes au Soleil Digital, vous êtes journaliste fact-checker, chef de service adjoint également au Soleil Digital, la plateforme numérique du quotidien national, je le disais tout à l'heure. Djery, fact-checker dans le service public, comporte-t-il des limites? Des limites, moi, je ne le vois pas comme des limites. Parce que moi, je suis contre toute forme d'autocensure. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je dois être capable de faire mon travail sans tenir en compte de peu importe la situation. Maintenant, les limites... Je sais à peu près de quoi est-ce que vous êtes en train de faire référence. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à nous censurer dans notre travail? Si c'est ça, je ne sais pas votre question, pour mieux la préciser. L'autocensure ou bien une censure demandée par la hiérarchie et tout? Parce que d'abord, il faut savoir que le fact-checking, c'est la vérification des faits et la vérification des opinions. Maintenant, le fact-checking aussi, c'est un choix. On peut faire le fact-checking politique, économique, social. Il n'y a pas de la politique au sein de notre espace. Maintenant, il va falloir faire des choix. Aussi, savoir que être dans un média de service public, beaucoup parce que c'est un média de propagande. Ce n'est pas un média de propagande, mais nous participons à la communication institutionnelle. C'est dans nos textes. Nous faisons partie des acteurs de la communication institutionnelle du gouvernement. Maintenant, cela ne veut pas dire aujourd'hui que nous sommes acquis à leur cause, non. Moi, je pense que je n'ai pas de limite et je ne m'autocensure pas. Je fais tous les sujets qui me semblent intéressants et je les publie naturellement. Et Moussa, aujourd'hui, le fact-checking ou la vérification des faits, comment est-ce que cela peut constituer également un outil de renforcement de la transparence et même de la bonne gouvernance? Alors, parce que le fact-checking, d'abord, il contribue à l'établir la vérité des faits, c'est-à-dire également à faire en sorte que les politiques soient comptables de ce qu'ils disent. Parce qu'il y a le fact-checking sur les déclarations qui sont faites de manière immédiate, mais on voit aussi qu'il y a un large spectre de possibilités avec le fact-checking. On va souvent, dans les pays, quand les élections approchent, il va y avoir une vérification, non pas sur les déclarations de campagne, il va y avoir aussi une vérification des déclarations de campagne, mais une vérification sur les déclarations antérieures, notamment des personnes qui sont des candidats sortants, par exemple à la présidence. C'est-à-dire le fait de dire il y a eu tant de promesses de la part de ce président qui se présente pour un second mandat. Est-ce qu'il a tenu ces promesses? Est-ce qu'on voit, et on voit là qu'il y a on prend là toute l'ampleur de la nécessité de vérifier les déclarations des hommes politiques, parce que ça permet également au public de savoir est-ce que cette personnalité publique tient ses promesses. Est-ce qu'elle a des convictions profondes par rapport à ce qu'elle déclare lors d'un exercice? L'exercice dont vous parlez est également un exercice qui peut contribuer également au renforcement aujourd'hui de l'état de droit. Le rôle des médias également dans le renforcement de l'état de droit, c'est tout de suite et la seconde partie de l'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission, le débrief. Moussa, selon vous, quelle place aujourd'hui des médias dans une démocratie ou dans une société démocratique? Alors, je pense qu'ils sont les garants, en quelque sorte, d'une bonne marche de la démocratie à côté des autres institutions, parce qu'ils vont occuper ce rôle un peu de vigie, de personnes qui vont garder à l'œil les gouvernants par rapport aux décisions qu'ils vont prendre. Mais ça va également être une autre institution d'instruction, parce que souvent je dis qu'après l'école, il doit y avoir les médias, parce que les médias doivent permettre aux citoyens de comprendre le fonctionnement de leurs institutions. L'éducation à la citoyenneté. De l'éducation à la citoyenneté, de comprendre également
la valeur des décisions qui sont prises en leur nom, parce qu'on a des États qui sont très puissants, qui opèrent dans tous les secteurs d'activité, donc le rôle est prédominant dans tous les secteurs sociaux. Donc le média a en quelque sorte le rôle de faire en sorte que le public puisse comprendre, puisse décider, également au moment où le public doit choisir les personnes qui doivent diriger à leur destinée. C'est le média également qui leur permet d'avoir une vue beaucoup plus claire sur les ambitions, sur les positions des uns et des autres, sur la faisabilité et surtout, pour en revenir au fact-checking, sur la véracité des déclarations que ces personnalités font. Et je pense que sur tous les domaines de la vie sociale, les médias doivent être présents aussi bien par rapport à comment la justice est rendue, comment l'exécutif fonctionne, comment le législatif prend des décisions en matière de loi, par exemple. Il faut que les médias soient déjà avant-gardistes et permettent au public vraiment de savoir les tenants et les aboutissants. Ce rôle d'avant-gardiste et d'éducation à la citoyenneté, pensez-vous aujourd'hui qu'actuellement sous nos cieux aujourd'hui dans les États africains, les médias jouent-ils toujours ce rôle-là? Alors, il y a un très grand problème qui est lié surtout à ces problèmes structurels au sein de la presse, surtout ce qui est en lien avec le modèle économique. Parce que malheureusement, il y a eu une sorte de retrait du public de ce qui faisait fonctionner les médias, ce qui donnait un tout petit peu une indépendance à ces médias-là. Par exemple, quand on achète le journal, on permet au journal de survivre, de vivre, de permettre d'effectuer ses reportages et de diffuser sans avoir d'interférence dans le fonctionnement de ces médias. Mais au fur et à mesure que le public s'est retiré du modèle économique des médias, il y a d'autres personnalités, d'autres acteurs qui viennent s'en accaparer. Et malheureusement, ces acteurs-là, ils sont très présents dans l'espace public. Ils sont soit très présents au sein de l'État, très présents dans l'espace politique, et ils ont des intérêts qui sont contradictoires avec ceux qui veulent de la transparence. C'est-à-dire, si vous voulez vous intéresser à certains sujets alors que les bailleurs de ces médias sont très présents dans ces secteurs et qu'ils bénéficient des zones d'ombre qui existent dans ces secteurs d'activité, notamment sur le plan économique, ça va créer un flou pour le public qui ne saura pas en réalité ce qui se passe. C'est d'ailleurs le rôle des journalistes d'investigation de faire en sorte de révéler ce qu'ils cachent, parce qu'il y a beaucoup malheureusement de choses qui se passent à l'insu des citoyens qui, s'ils étaient connus des citoyens, leur auraient permis de faire des choix beaucoup plus éclairés au moment des élections, ou en tout cas de faire en sorte de se faire entendre pour qu'il y ait des changements sur le plan décisionnel. Et malheureusement, cela est un peu rendu difficile par... Et si l'on reste sur le modèle économique des médias et la démission aujourd'hui du public de ce modèle économique des médias, est-ce qu'aujourd'hui la reprise également des articles de ces journaux papier par les journaux en ligne sans aucune contrepartie n'a pas également contribué à accentuer cela, le fait qu'ils puissent facilement avoir accès au contenu du journal sur une plateforme en ligne autre aujourd'hui que la plateforme de ce journal papier-là? Est-ce que cela n'a pas davantage accentué cette démission-là du public dans le modèle économique? Oui, ça l'a accentué, mais je pense que ça part plutôt ça pouvait être une source alternative de financement pour les médias. Effectivement, ça grève un tout petit peu les finances du média qui a publié le contenu original, mais je pense qu'il aurait pu exister un modèle économique qui permette à ce média aussi bien d'être viable sur le plan économique grâce à ses productions et en recevant peut-être une contrepartie venant du public ou des subventions de l'État. Mais effectivement, le fait que les sites en ligne reprennent les contenus, je pense que c'est un peu l'État qui doit s'impliquer pour un peu plus protéger le droit de la propriété pour ces sites en ligne-là, parce que c'est le cas dans beaucoup de pays. Et je pense aussi que ça relève un peu d'une petite crise en interne au sein du secteur des médias, parce que si on ne produit plus de contenu original, si on ne fait que reprendre le contenu qui a été fait par d'autres majors, ça prouve qu'il y a des difficultés, en tout cas dans le modèle économique, ou en tout cas dans la vocation première de ce média-là. Et ça aussi pose un problème en termes de pluralité, parce que finalement, on va retrouver les mêmes contenus partout. Et on reste avec cette pluralité-là. Jerry, malgré ce pluralisme médiatique noté sur le continent africain avec l'avènement de la démocratie et l'ouverture de l'espace médiatique, les relations entre médias et pouvoir public sont également de plus en plus heurtées, ce à cause de dispositions réglementaires ou législatives liberticides, de la répression aujourd'hui de journalistes, de la restriction même de l'espace civique ou encore de la censure dans certaines rédactions. Quelle lecture vous faites aujourd'hui des relations entre médias et pouvoir public?
Donc, ce sont des relations souvent très heurtées parce que les politiques voient les médias aujourd'hui ou bien les journalistes, surtout les journalistes d'investigation, comme l'a si bien expliqué tout à l'heure Moussa. C'est-à-dire ils pensent que les journalistes d'investigation aujourd'hui sont en train de démystifier un peu déjà leur personnage, mais aussi leur business. Donc, ce sont des relations aussi heurtées parce que ça dilue un peu leur discours par rapport à la population, parce que les populations n'auront pas une perception, disons, très directe du discours des politiques, mais ils auront beaucoup plus maintenant l'esprit critique par rapport à comment le journaliste a présenté l'information ou bien a présenté les personnalités politiques. Mais aussi, moi, je pense qu'au Sénégal, par exemple, si on prend le cas des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire c'est un projet que le gouvernement actuel est en train de mûrir pour pouvoir accompagner des citoyens qui vont dénoncer, par exemple, ceux qu'ils ont estimé qu'ils ont eu à détourner de l'argent ou bien qui ont eu à gérer des deniers publics et qui se sont retrouvés avec des finances exorbitantes. Moi, je pense que ce genre de projet doit être porté par des journalistes. Nous avons des journalistes d'investigation. Il va falloir les outiller davantage pour que ce process passe par eux, parce que être un lanceur d'alerte, se rendre directement au niveau de la structure qui sera désignée, moi je pense que ça va même encore plus créer une cacophonie. Est-ce que ce lanceur d'alerte aujourd'hui, ou bien dans ce projet de lanceur d'alerte, le journaliste ne pourrait pas constituer un maillon? Je m'explique aujourd'hui. Pour la plupart, en tout cas, ou bien tel que j'ai compris ce projet, c'est beaucoup plus des gens qui sont en interne, que ce soit dans un ministère, une direction, une agence donnée, des gens aujourd'hui qui sont fonctionnaires de l'État, qui ont vu des dérives, qu'il y a des détournements et tout, qui en ont la preuve. Il est plus facile pour cette personne d'accéder aujourd'hui à la documentation en interne que pour le journaliste aujourd'hui de venir demander l'accès à ces à ces documents-là. Est-ce que également le journaliste ne pourrait pas plus constituer un maillon à côté de cette personne en interne qui peut dénoncer tout en étant protégée par la loi? Non, moi je pense que cette personne, elle n'avait même pas à le faire. Ce sont des journalistes d'investigation qui doivent mener ce travail. Nous ne sommes pas... Il faut qu'on soit aussi dans un État organisé. Et un État organisé, parce que cette personne-là dans un ministère ou dans une agence qui va dénoncer parce que peut-être Daouda Sow sa tête ne me plaît pas, donc ça va créer encore plus de problèmes et de situations. Et les gens aussi peuvent fabriquer des preuves. Nous sommes à une ère où, avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet, les gens peuvent arriver à créer toutes sortes de preuves. Maintenant, il va falloir que des journalistes portent ce genre de projet parce que c'est beaucoup plus professionnel et ça donne encore un avis ou bien même ça donne, disons, un cachet plus professionnel et encore plus libéral. Maintenant, l'autre point également, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes doivent retourner dans même l'orthodoxie de leur métier, c'est-à-dire favoriser les genres nobles. Les genres nobles, ce sont des reportages, ce sont les enquêtes. Mais malheureusement, sous notion, on voit de plus en plus que les journalistes se spécialisent dans les comptes rendus, se spécialisent dans la presse people. Donc tout ça aussi, ça dévalorise un peu leur métier de base et ça participe un peu à, excusez-moi du terme encore une fois, crétiniser aujourd'hui l'opinion publique et l'espace public. Et si on reste sur ce point-là, Jerry, également, cette libéralisation du secteur, est-ce qu'elle n'a pas également constitué aujourd'hui le talon d'Achille de la presse? Mais bien sûr. Mais en fait, il faut savoir aussi que cette libéralisation comporte bien sûr des failles et des limites. Parce que, comme Moussa l'a dit tout à l'heure, ça crée, disons, il y a un brouillard informationnel. On se retrouve avec les mêmes articles partout, on se retrouve avec les mêmes vidéos partout et il n'y a pas, cette originalité ne se dégage jamais. Parce que ce sont les mêmes styles, ce sont les mêmes types d'articles. Et aussi, on se rend compte qu'aujourd'hui, les autorités ou bien même certaines structures ont cette faiblesse-là à regrouper des journalistes au sein des thématiques qui sont inutiles. Vous pouvez retrouver dans des conférences des journalistes qui vont faire la une de tous les journaux télévisés, alors qu'on se rend compte que ce sont des thématiques qui ne nous parlent pas forcément. Donc il va falloir qu'on recentre les journalistes dans l'essentiel et dans les sujets qui parlent aux Sénégalais et aux Africains de manière générale. Et remettre, cela également appelle à remettre le public aujourd'hui, ou bien l'intérêt du public pour cet accès à l'information au cœur aujourd'hui du travail du journaliste. Et Moussa, vous êtes le coordonnateur de la Maison des reporters, un média sénégalais indépendant, financé également par le public. Comment un modèle pareil aujourd'hui peut contribuer à la transparence dans l'action publique et à la promotion aujourd'hui de cette bonne gouvernance-là, puisque vous faites beaucoup également dans ces genres nobles soulevés par Jerry, à savoir des enquêtes qui est un modèle de journalisme lent, comme on l'appelle. Effectivement, nous faisons des enquêtes, on essaie d'incarner un peu ce rôle que je déclinais tout à l'heure de vigie
de la démocratie en étant en avance sur certains sujets, sur l'état de droit, sur les questions environnementales, en enquêtant, en investiguant sur ces sujets-là. Je pense qu'on essaie de montrer l'exemple de ce que pourrait être un média dans l'idéal, ou en tout cas de ce qu'était un média dans sa philosophie première, c'est-à-dire un média qui puisse avoir une liberté totale de traiter tout type de sujet, que ce soit des types de sujets qui soient jugés sensibles par la société et qui permettent également de révéler ce qui est caché par les gouvernants parce qu'on a des intérêts qui sont contradictoires quand on fait face au public. Eux, ils veulent persuader le public de continuer de les soutenir sans pour autant être transparents sur leurs actions. Nous, on essaie de faire en sorte que leurs actions soient dévoilées au public parce qu'ils le font en leur nom. Et ça passe nécessairement par un modèle économique qui soit assaini. Malheureusement, on ne peut pas faire de l'enquête sur des personnalités qui sont très proches du pouvoir ou qui sont au sein du pouvoir quand ces mêmes personnalités-là ont des prises, des intérêts, des actions au sein des entreprises de presse. Donc, il faut nécessairement qu'on lève déjà ce problème. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début en adoptant un modèle participatif parce que c'est le modèle participatif qui est à la base de la presse. Ce n'est pas forcément les actionnaires, des personnes qui sont très riches, qui peuvent former des collisions d'intérêts avec ceux des médias, qui peuvent permettre une viabilité de l'écosystème médiatique. Maintenant, il y a une autre chose. On l'évoquait avec la question des lanceurs d'alerte. La vision globale, quand on parle de promouvoir les lanceurs d'alerte, c'est aussi de prendre en compte que les journalistes sont en quelque sorte aussi des lanceurs d'alerte en soi et qu'ils doivent aussi être protégés, notamment dans leur relation avec les lanceurs d'alerte. Parce que qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte va faire en général? C'est qu'il va s'adresser à une personne qui puisse permettre que sa dénonciation soit connue du public. C'est-à-dire que le journaliste ne va pas forcément relayer la dénonciation en tant que telle, mais il va d'abord vérifier, recouper, mettre du contexte, parce qu'il a également cette pédagogie en termes de diffusion d'informations qui permet au public de comprendre de quoi il s'agit. Donc, on ne peut pas forcément uniquement protéger les lanceurs d'alerte en laissant de côté les journalistes. Et ça, c'est un des problèmes que nous rencontrons en tant que journalistes qui voulons faire de l'enquête. C'est-à-dire que les États ne protège pas les journalistes. Ça, c'est une grande question. Lorsqu'il y a un procès pour diffamation, que le journaliste, lorsqu'il présente un certain type de document, peut être poursuivi pour recel de documents administratifs, qu'un journaliste, dans son code de la presse, il lui est interdit de parler de secret défense, alors qu'on sait que beaucoup de documents sont classés secret défense, alors qu'ils ne devraient pas, ou alors que même lorsqu'ils sont classés secret défense, ils doivent être connus du public. Là, il y a un grand problème. Et il y a une contradiction dans le discours qui est servi par les autorités, de dire qu'on veut de la transparence, alors qu'en réalité, ils ne mettent pas le cadre qu'il faut, malheureusement, pour que cette transparence-là soit. Ce qui devrait inviter également à revoir aujourd'hui le modèle ou bien le dispositif législatif et réglementaire en vigueur. Et on reste avec la maison des reporters que vous coordonnez et que vous avez fondée également. Vous parliez tout à l'heure de la démission du public au financement aujourd'hui des médias. Est-ce que ce modèle de médias financé par le public ne comporte pas également des limites? Oui, il a des limites parce que lorsqu'on est dans notre continent, il faut d'abord faire face à un problème de culture à apporter. Une culture peut-être à faire revenir au sein du public, une culture qui est de prendre conscience qu'il faut nécessairement s'impliquer dans le financement des médias si on veut que ces médias-là demeurent indépendants. Parce que le public, dans son hétérogénéité, permet aux journalistes de ne pas se dire que voilà, telle personne qui me permet de vivre, me permet d'avoir mon salaire. Il va juste se dire que je dois travailler pour l'intérêt général, je dois travailler pour l'intérêt public en fournissant des informations de qualité. Et donc, il faut faire preuve de pédagogie, faire en sorte que le public qui a l'habitude d'avoir tout type d'informations dès qu'il se réveille, et ce gratuitement, puisse se dire « j'ai besoin de financer l'information que produit ce média parce que c'est de l'information originale ». Donc, il y a des contributions à faire de part et d'autre, aussi bien de la part du public, mais aussi de la part du journaliste, parce qu'il faut aussi qu'on fasse quelque chose qui soit différent. Quelque chose qui aille dans le fond, qui permette de dépasser ce qu'on retrouve malheureusement dans notre paysage médiatique, c'est-à-dire le même type de contenu, et le même type de contenu qui est déjà accessible au public. C'est-à-dire le public n'a pas besoin d'aller vers les médias pour voir une déclaration qui a déjà été postée sur la page de la personnalité publique. Donc il faut que nous, on revienne à notre rôle de base, d'enquêter, d'investiguer, de montrer ce qui se déroule en coulisses et de permettre au public d'avoir une opinion un peu plus éclairée sur les affaires de la société. Et Djibril, on reste sur la question des lanceurs d'alerte et de la loi sur l'accès à l'information. D'ailleurs, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé le vote très prochainement de ces deux textes de loi, à savoir une loi pour protéger les lanceurs d'alerte et une autre aujourd'hui pour l'accès à l'information. Est-ce que cela pourrait aujourd'hui permettre également de renforcer la
la redevabilité aujourd'hui des autorités publiques, surtout dans la gestion aujourd'hui des affaires publiques? Moi, je pense que la loi d'accès à l'information, c'est une belle opportunité pour notre presse, d'abord, parce que pour tous les pays où ça existe, en tout cas pour la majorité des pays, ça encourage la liberté de presse et la liberté d'expression. Mais malheureusement, moi, le processus que j'arrive à décrire en ce moment au Sénégal, c'est que nous n'avons aucune idée de ce projet de loi. C'est-à-dire, nous allons le voter, nous allons le subir après, alors que nous n'avons aucune idée de ce qu'il comporte. Aujourd'hui, il va falloir que le président de la République ouvre des réflexions, qu'il puisse appeler les acteurs de la presse, les jeunes reporters, le syndicat et le patronat de la presse pour qu'on ait une idée de ce projet-là et qu'on puisse maintenant faire nos amendements. Parce que c'est important aussi, il ne faut pas juste aller voter un projet de loi, faire subir aux journalistes alors que nous n'avons aucune idée. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements qu'on soulève, le secret défense, est-ce qu'on va arriver à déclassifier certains documents, certains dossiers, et aussi tout ça c'est important. Parce qu'aussi il ne faut pas juste avoir une loi de l'accès à l'information pour après brandir ça au niveau international, pour après être classé comme un pays qui a beaucoup avancé sur le plan de la liberté de la presse, alors que maintenant cette loi même va être liberticide pour les journalistes. Donc tout ça c'est important. Sur ce point-là, une loi liberticide dont vous parlez, avant donc d'en arriver même à une loi d'accès à l'information, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour le cas du Sénégal, faire d'abord une refonte du code actuel de la presse, jugé comme code en tout cas le plus liberticide? Mais bien sûr, il va falloir revoir le code de l'art parce qu'il y a beaucoup de dispositions aujourd'hui qui nous bloquent même dans notre travail. Et je pense que le code, il est récent, c'était en 2016. Donc maintenant, il va falloir réouvrir. Il y a eu des assises aussi des médias. Les conclusions, je pense, aujourd'hui sont sur la table du président de la République. Donc, il dit qu'il va convoquer après pour voir comment nous allons discuter, en tout cas les acteurs de la presse ou les associations qui ont eu à travailler là-dessus avec le ministère de tutelle pour voir comment est-ce qu'on va voir ces conclusions et voir comment les appliquer. Mais je pense que vous l'avez si bien dit, il va falloir revoir le code de la presse et même le statut du journaliste, et même la définition réelle d'un journaliste. Aujourd'hui, le code de la presse ne reconnaît pas le journaliste freelance. Parce que pour avoir même la carte nationale de presse, il va falloir être dans une rédaction. Moi, journaliste freelance, qui sent que pour avoir une certaine liberté, il va me falloir travailler pour moi-même, produire des enquêtes sur fonds propres ou bien sur fonds participatifs peut-être. Et aujourd'hui, moi, on va me dénier mon rôle de journaliste juste parce que je n'ai pas la carte de presse et je n'aurai même pas accès à certaines informations. Donc tout cela, il va falloir revoir le code de la presse, il va falloir voir aussi les conclusions des assises nationales, mais en plus de cela aussi cette loi d'accès à l'information. Et on reste avec cette liberté ou bien cette loi d'accès à l'information. Aujourd'hui, quelle place de la liberté d'expression et de l'accès à l'information dans un État démocratique? Alors moi, je pense que la liberté d'expression, c'est déjà consigné dans la Constitution, en tout cas au Sénégal. Donc, et la liberté d'informer. Donc ce sont des principes constitutionnels. Donc il va falloir que tout État puisse garantir ses libertés. Maintenant, pour les garantir, il va falloir protéger les journalistes qui sont en train de faire ce travail. Moi, je ne peux pas comprendre que les délits de presse ne soient toujours pas dépénalisés au Sénégal. Parce que les explications qu'on donne, c'est si on dépénalise, après, on va faire face à une vague, disons, de déclarations diffamatoires, etc. Alors que maintenant, ils n'auront plus de levier pour un peu coincer les journalistes. Moi, je pense que nous sommes des journalistes responsables. Il va falloir donner beaucoup plus de crédit à ce que nous faisons. Maintenant, si en interne, nous avons déjà discuté qu'il fallait assainir la presse et qu'il fallait nous former, il fallait nous spécialiser, c'est un point, mais il faut aussi que l'État, en tout cas, mette en place des dispositifs, des paramètres qui vont nous permettre d'éclore déjà nos talents, mais aussi de faire nos investigations comme il se doit. Parce que c'est important dans un État que la liberté d'expression et que la liberté de presse soient garanties. Parce que la liberté d'expression, il ne faut pas non plus qu'on se leurre. Penser que liberté d'expression, c'est permettre à chaque citoyen d'aller sur les réseaux sociaux pour raconter ce qu'il veut, ce n'est pas ça. La liberté de presse, ce n'est pas non plus pour les journalistes de relayer des fake news et après de se dire, en tout cas de se constituer comme des avocats pour leurs confrères, ce n'est pas non plus ça. Il va falloir juste encadrer pour qu'on ait une presse responsable, mais aussi que la liberté d'expression soit garantie, parce que quand même, c'est très important que le Sénégal aussi arrive à se hisser à ce niveau-là. Moussa, par rapport à l'encadrement, Djeri a soulevé tout à l'heure un point important, à savoir la dépénalisation du délit de presse. Je rappelle que rien que ce point a fait traîner pendant plus de 9 ans aujourd'hui l'actuel code de la presse adopté en 2017
Et les 2 décrets d'application ont été signés par le président Macky Sall que le 20 janvier 2021. Il a fallu 9 ans aujourd'hui et 2 présidents qui se sont succédés avant que l'Assemblée nationale n'accepte de voter ce code. Et il a fallu également retirer la dépénalisation du délit de presse aujourd'hui pour arriver à ce que ce code passe. Alors, en fait, c'est parce que les gouvernants, c'est un peu partout, hein, ont un bon discours en ce qui concerne la transparence, mais dans les faits, n'accordent pas ce qu'il faut pour que cette transparence-là soit. Parce que si on regarde pourquoi on parle de dépénalisation des délits de presse, pourquoi on parle de promotion de la liberté d'expression et de la liberté d'informer, dont les journalistes profitent un peu plus, parce que ce sont eux les professionnels dans le traitement de l'information, c'est parce que quand une personne s'occupe de traitement, de recoupement de l'information, qui s'occupe de dévoiler les coulisses de choses qui se passent, il a besoin d'une protection. Parce que les répercussions qui existent sur les journalistes qui sont parfois emprisonnés, qui sont arrêtés, etc., ça déteint sur la liberté que va se donner la corporation de manière générale. Si plusieurs confrères voient qu'un journaliste est arrêté parce qu'il a osé parler d'un document secret défense, mais un document qui est d'intérêt général, il va avoir peur de s'avancer sur certains sujets. Quand il se rend compte qu'il va y avoir des procédures bâillons contre un confrère parce qu'il a travaillé sur un sujet concernant une personnalité du gouvernement, ça va avoir un effet négatif sur le reste de la corporation. Donc il y a tout cela qui nécessite qu'on dépénalise les délits de presse. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la liberté de la presse va être sans encadrement. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit dans la presse ne pourra pas être l'objet de sanctions. Par exemple, les discours de haine, on ne les promeut pas. Les discours qui incitent à la violence, ce n'est pas forcément ce qu'on promeut. Mais ce qu'on exige aux États, c'est d'avoir des législations qui dans la manière de poursuivre certains objectifs, adoptent des méthodes qui sont proportionnelles. Malheureusement, encadrer les libertés de presse tout en veillant aujourd'hui à respecter les règles, en tout cas, qui régissent l'exercice de cette profession-là, qui est le journalisme, qui est le journalisme. Malheureusement, Moussa, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Moussa Ngom, coordonnateur de la Maison des reporters. Merci encore d'avoir été avec nous et un plaisir aussi d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci à vous, ça a été une conversation enrichissante. Et en face de vous, il y a Djeri Diagne, une consoeur également, journaliste, fact-checker, également chef de service adjointe au Soleil Digital. Merci encore Djeri et également un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci à vous Dada, merci également à Moussa et vraiment nous remercions encore Média TV pour l'invitation. Merci également à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.